Bonjour, bienvenue à cette vidéo d'introduction sur la gestion de version avec Git. Cette courte vidéo vise à vous introduire aux principaux concepts de la gestion de version et plus particulièrement à la gestion de version avec Git. Vous remarquerez d'emblée que j'ai prononcé Git avec un G dur, comme dans guitare. Ça vient de l'anglais. Si vous avez déjà travaillé à plusieurs sur un document, donc disons un fichier, je suis à peu près certain que vous avez vécu ce genre de situation. Afin de garder, de conserver une trace de la dernière version du fichier, on ajoute quelque chose dans le nom du fichier pour savoir où est-ce qu'on en est rendu, que ce soit une date ou que ce soit un qualificatif du type final ou ce genre de choses-là. Or, à un moment donné, on perd le fil. Il y a quelqu'un qui fait un changement, qui oublie de changer le nom du fichier, et puis là, on vient qu'on ne sait plus quelle est la plus récente version d'un fichier. Ou encore, si vous travaillez à plusieurs, il y a un concept d'ajouter, par exemple, nos initiales dans le nom du fichier pour identifier qu'on est la dernière personne à y avoir touché. Mais là, si moi je reprends le fichier de quelqu'un d'autre et que j'ajoute mes initiales, qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on a perdu le fil, on ne sait plus qui a la dernière version du fichier. Également, si on travaille à plusieurs sur un document, comment est-ce qu'on peut éviter que le travail d'une personne n'écrase le travail d'une autre personne, surtout si on travaille en même temps sur le document? Ou alors, si je prends la nouvelle version d'un document que Alexandre a édité, est-ce que ça ne va pas écraser les modifications que Marianne a faites de son côté? Tout ça, c'est un vrai calvaire de s'y retrouver lorsqu'on travaille à plusieurs sur des documents. Peu importe la situation dans le système que vous avez utilisé, vous vous êtes probablement retrouvé dans une situation en travaillant à plusieurs sur un même document, voire même en étant la seule personne à travailler sur votre document, mais en gardant plusieurs versions du document. Vous vous êtes probablement retrouvé à vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on travaille comme ça? Il y a certainement manière de mieux faire. Eh bien, bien évidemment, ces genres de problèmes-là, les informaticiens y ont été confrontés il y a très, très, très longtemps. Parce que l'informatique, ça se pratique souvent à plusieurs. Plusieurs programmeurs doivent intervenir sur un même projet. Et donc, les programmeurs informatiques ont probablement été parmi les premiers à vouloir travailler à plusieurs sur des mêmes fichiers informatiques. Or, le fait de pouvoir travailler à plusieurs sur des documents, toujours savoir quelle est la plus récente version du fichier, ne pas écraser le travail de quelqu'un d'autre, c'est un problème qui a été résolu depuis longtemps par les informaticiens grâce au système de gestion de version. Des systèmes de gestion de version, il y en a existé plusieurs au fil du temps. Les fonctionnalités de base des systèmes de gestion de version ont toujours été à peu près les mêmes. C'est-à-dire, d'abord, de pouvoir gérer toutes les révisions d'un ou plusieurs fichiers. Les révisions, ça veut dire les différentes versions, si vous préférez, d'un fichier. Lorsqu'il y a une révision qui est effectuée sur un fichier, on ne veut pas juste dire « Ah, le fichier vient de changer ». On veut également pouvoir enregistrer qui a fait le changement, quelle était la nature du changement, c'est-à-dire quelles sont les différences entre la nouvelle version par rapport à l'ancienne version, ainsi que le moment où la modification a été faite. D'avoir toutes ces informations-là, ça va permettre également de pouvoir retourner dans le passé, donc de retourner dans l'historique de modification d'un fichier. Donc, on veut pouvoir se promener à l'intérieur de l'historique des modifications d'un fichier ou de plusieurs fichiers. Également, on veut pouvoir comparer les différentes révisions, donc l'état d'un projet qui peut contenir plusieurs fichiers, donc l'état d'un projet à une certaine période dans le temps par rapport à une version précédente. Quelles sont les différences entre quelles sont les différences dans le projet entre ces deux états. Également, dans la mesure où on travaille à plusieurs sur un même projet et donc potentiellement à plusieurs sur le même fichier, on veut pouvoir faire en sorte que les changements qui sont effectués par une personne puissent être intégrés, par exemple, donc les changements effectués par un collaborateur puisse être intégré automatiquement aux changements que moi je fais. Donc, on veut pouvoir fusionner automatiquement les révisions qui sont effectuées à un fichier ou à un projet.
Également, et c'est là que lorsque l'Internet est devenu plus facilement accessible, on a pu ajouter éventuellement la fonctionnalité de pouvoir tout conserver l'historique, conserver oui, l'historique, l'état d'un projet dans ce qu'on appelle un référentiel externe. On va voir dans un instant qu'est-ce qu'on entend par le concept de référentiel. Alors, pour essayer de fixer les idées sur ce qu'est un système de gestion de version et, comme je vous le disais en introduction, en particulier comment le système de gestion de version Git fonctionne, je vais procéder à l'aide d'une analogie. Toutes les analogies ont leurs limites, mais c'est parfois assez utile néanmoins pour avoir une idée mentale de comment est-ce que le système fonctionne. Imaginez-vous que lorsque vous travaillez sur un projet, vous avez un assistant personnel, un genre de majordome, c'est pour ça que j'ai pris cette image, qui sera à côté de vous et qui veille sur les changements, les travaux que vous faites sur votre projet. Et il va vous aider à conserver un historique de ce que vous faites sur le projet. Alors, qu'est-ce que Git va faire? Premièrement, il va effectuer le suivi des changements que vous effectuez sur vos fichiers. Ensuite, dans la mesure où votre assistant va vouloir éventuellement, puis je vais y venir dans un instant, va vouloir archiver les modifications que vous faites, donc va vouloir enregistrer d'une certaine façon des modifications, il va pouvoir colliger dans ce qu'on va appeler un index, la liste des changements que vous allez décider que vous voulez archiver dans la suite. Pour l'analogie, on va supposer que l'assistant personnel va prendre ces changements-là et il va les mettre à l'intérieur d'une chemise. À un moment donné, vous allez être prêt, vous allez avoir mis tout ce que vous vouliez dans l'index. Vous allez pouvoir dire à votre assistant personnel, voilà, j'ai une liste de changements que je veux conserver. Tu peux archiver ces changements-là dans un dépôt que je vais identifier ici par une boîte d'archives. Okay, donc, vous voyez un petit peu l'analogie. On a des documents papier, on les met dans un dossier papier et ces dossiers-là, on peut les mettre dans une boîte d'archives. L'autre grande étape que va pouvoir faire votre assistant personnel, c'est publier la liste de vos archives dans ce qu'on va appeler, en termes plus Git, un référentiel externe que j'ai identifié ici plutôt par un nuage, puisque en termes informatiques, on va parler un peu d'informatique nuagique. Si vous êtes plusieurs à travailler sur le projet, ce que l'on aimerait éventuellement, c'est que vos changements et ceux qui ont été faits par des collaborateurs puissent être fusionnés ensemble. Ça, c'est une autre chose que votre assistant personnel, Git, va être en mesure de faire. Donc, il va être capable de regarder les modifications que vous avez faites, que vos collaborateurs ont faites, et de les fusionner ensemble. Donc, voilà pour les idées de base. Maintenant, regardons de nouveau un peu ce cycle de travail-là. Donc, on va répéter un peu les mêmes idées, mais en ajoutant des termes plus techniques pour expliquer comment est-ce qu'on fait les différentes étapes avec Git. Donc, on commence avec notre référentiel externe. Okay? Le référentiel externe qui est un site, un serveur, dans le fond, qui est quelque part dans le nuage. L'idée ici, c'est que chaque boîte dans cette image-là représente un projet ou ce qu'on va appeler un dépôt dans la terminologie de Git. La première étape qu'on va vouloir faire pour être en mesure de travailler sur ce projet-là, c'est de prendre une copie de ce projet-là et de l'amener sur notre poste de travail. Et ça va se faire avec une commande qui s'appelle git clone. Git clone va faire exactement comme le nom l'implique, va créer une copie absolument identique du projet sur votre poste de travail. C'est ce qu'on va appeler le dépôt local. Lorsque vous allez cloner le projet, Git va faire immédiatement des opérations additionnelles pour vous sans que vous ayez quoi que ce soit à demander. Donc, votre assistant personnel, Git, va être allé chercher une copie d'un projet dans un référentiel externe, va l'avoir amené sur votre poste de travail, mais va également automatiquement créer un index pour être en mesure d'enregistrer les changements dans la suite et va aussi rendre disponible la liste de tous les fichiers, tous les documents qui se trouvent dans le projet.
donc va rendre les fichiers disponibles sur votre poste de travail automatiquement. On peut donc modifier les documents. Comme je le disais tout à l'heure, les modifications peuvent être de trois ordres. Modifier un fichier qui existe déjà, ajouter un fichier donc, qui n'était pas là puis d'en créer un nouveau, ou alors supprimer un document qui était déjà dans le projet et dire je ne veux plus que ce document-là appartienne au projet. Lorsqu'on a certaines modifications qu'on a effectuées et qu'on veut les conserver, il va falloir informer Git que l'on souhaite enregistrer ces modifications-là. Comment est-ce que ça va se faire? Avec la commande git add. Git add, ça sert à ajouter une modification à l'index. Attention, malgré le nom de la commande, git add, ça ne sert pas à ajouter nécessairement un fichier. Ça signifie ajouter une modification à l'index. Et rappelez-vous, les modifications peuvent être de différents types, y compris supprimer un fichier. Donc, ça mène au concept un petit peu étrange que enregistrer la suppression d'un fichier, il faut quand même dire à Git de l'ajouter à l'index. Parce que ce qu'on ajoute, c'est le fait qu'il y a eu une modification, pas la nature de la modification. Et lorsque je suis prêt à enregistrer un certain nombre de changements, je vais créer une nouvelle archive dans la boîte d'archives avec une commande qui s'appelle git commit. Dans la boîte ou dans mon dépôt local, dans mon dépôt sur mon poste de travail, j'aurai une nouvelle version de mon projet, version différente de celle que j'avais clonée au départ. Maintenant, si je veux soit garder une copie en sécurité des modifications que j'ai faites, ou faire en sorte que je pourrais partager ces changements-là avec d'autres personnes, ou simplement les rendre disponibles à l'univers entier, bien, je vais vouloir prendre mes modifications que j'ai faites dans mon dépôt local et les envoyer dans le référentiel externe. Comment est-ce que je vais faire ça? Avec une commande qui s'appelle git push. Git push va pousser les modifications vers le référentiel externe. Imaginons, ça je ne l'ai pas représenté ici graphiquement, là, mais imaginons que ce cycle de travail-là, il y a plusieurs personnes qui le font pour le même projet. Comme je l'ai dit précédemment, si plusieurs personnes ont fait ce même genre de travail, éventuellement Git va être en mesure de fusionner les modifications directement dans le référentiel externe. Donc, si plusieurs personnes ont fait le même cycle de travail, les modifications des autres personnes se trouvent également dans le référentiel. La question ensuite à se poser, c'est comment faire pour récupérer, vous, les modifications qui ont été faites par d'autres personnes et qui sont publiées dans le référentiel externe. Donc, comment faire pour rapatrier ces modifications-là dans votre dépôt local? Bien, en fait, c'est de faire l'opération opposée à git push. Maintenant, vous voulez aller chercher des modifications dans le référentiel externe. Vous voulez les tirer. Et donc, la commande pour le faire est git pull. Git pull, qu'est-ce qu'elle va faire, cette commande? Elle va aller chercher les modifications qui ont été faites dans le référentiel et elle va les amener directement sur votre disque, dans votre copie de travail du projet. Il y a deux conséquences principales à ce que je viens de vous présenter. Premièrement, le fait que pour Git, il y a deux types de fichiers sur votre disque. Ceux qui sont sous suivi, c'est-à-dire ceux dont il a la charge et pour lesquels il va garder un œil à savoir s'il y a eu des modifications ou non dans le fichier. Donc, on va dire que ce sont des fichiers qui sont sous suivi en français, ou on dit tracked en anglais. Donc, ça, c'était le premier type de fichier. Et évidemment, bien, si le premier type de fichier, c'est ceux qui sont sous suivi, bien, le deuxième type, c'est ceux qui ne sont pas sous suivi, c'est-à-dire les autres fichiers qui se trouvent sur votre disque, sur votre poste de travail et pour lesquels dont Git ne s'occupe aucunement. Donc, il ne vérifie pas, il ne garde pas un œil à savoir s'il y a eu des modifications dans le fichier ou pas. Ensuite, pour les fichiers sous suivi, ils sont constamment dans l'un ou l'autre de trois états. Soit le fichier a été modifié, ensuite, le fichier peut avoir été indexé, c'est-à-dire qu'on a dit à Git, les modifications que j'ai effectuées dans ce fichier-là, je veux que tu en tiennes compte. Et finalement, le fichier peut être archivé, c'est-à-dire que c'est un fichier dont les changements ont été archivés, ont été dans le dépôt local. Dans le cadre de la formation, je vais vous montrer à utiliser Git
à partir de la ligne de commande. Donc, dans Windows, ça se fera à l'aide de Git Bash, qui est la seule interface pour Git qui est livrée avec Git dans Windows. C'est donc via Git Bash. Sur macOS, vous allez utiliser Git directement depuis le terminal. Donc, en tant que débutant, je trouve que c'est utile de commencer directement depuis la ligne de commande dans la mesure où ça nous force à réfléchir à chacune des étapes qu'il faut suivre pour administrer un projet avec Git. Donc, de faire nos commandes, git clone, git add, git commit, git push et ainsi de suite. Donc, de le faire manuellement, ça nous aide à bien comprendre qu'est-ce qui se passe étape par étape. Mais éventuellement, et puis dès après la formation d'introduction, je crois que vous pourriez vous mettre à utiliser plutôt une interface graphique qui facilite un petit peu la gestion des projets. C'est ce que j'ai appelé l'étape intermédiaire, donc où vous pouvez utiliser des interfaces graphiques plutôt que la ligne de commande. Pourquoi est-ce que je ne vous montre pas uniquement à utiliser une interface graphique? Bien, parce que parfois, les interfaces graphiques ne comprennent pas ne prennent pas en compte l'ensemble des fonctionnalités d'un système. Et à ce moment-là, lorsqu'on est un peu plus avancé ou qu'on veut faire des commandes un petit peu plus spéciales, on a besoin de retourner à la ligne de commande. Donc, je trouve utile de connaître la ligne de commande, à la fois en tant que débutant, mais également pour pouvoir agir de manière plus experte ou avancée. Ici, je vais vous donner un conseil extrêmement important et je ne pourrai le répéter suffisamment souvent. Git vous parle. Écoutez. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Git est particulièrement bon pour vous indiquer lorsque quelque chose n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous pouvez solutionner le problème. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, regardez, prenez le temps de lire les messages d'erreur qui sont émis par Git. Plus souvent qu'autrement, la solution au problème se trouve dans le message d'erreur. Donc, Git est vraiment très, très, très bien conçu pour vous dire comment récupérer d'une erreur. Alors voilà, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter en introduction à la formation sur la gestion de version avec Git. Je vous rappelle par contre qu'avant de vous lancer dans l'ensemble de la formation, je vous demande de vous créer un compte ou dans un site d'hébergement Git, ce que j'ai appelé un référentiel précédemment dans le cycle de travail. Il y en a plusieurs, des sites d'hébergement Git gratuits. Je vous présente ici GitLab, GitHub ou bien Bitbucket. Pas le Bitbucket de la Faculté des sciences et de génie. Bitbucket.org, donc qui est un site d'hébergement gratuit dans le nuage. Vous pouvez créer un compte dans n'importe lequel de ces sites d'hébergement-là. C'est vraiment libre à vous. Voilà, alors j'espère que le reste de la formation ira bien et on va se voir la semaine prochaine pour terminer tout ça.